d'échanger. Je vais juste essayer de faire quand même... Parce que même le partage de connexion, j'ai l'impression que ça ne marche pas. Ah oui, voilà, au moins ça. Connecter. Et comme ça, je pourrais... Yes. T'as déjà eu beaucoup de retours sur tes... Pour les entretiens? Ouais, les entretiens. Alors, j'en ai un certain nombre. Vous êtes là 5 à m'avoir répondu. Il faut que je relance les autres. J'ai 10 personnes minimum à interroger. Ouais. Donc là, je vais relancer les autres personnes qui ne m'ont pas encore répondu. Donc, il y a aussi Laurent, Janine, que je vais interroger. Et différentes personnes de différentes fonctions. Hein. Ah, voilà. Super. Là, ça marche. C'est super. Start. Ouais. Tu passes par le micro. Oui, mince. Super launch. Parfait. Super. Je vais mettre le micro là. Du coup, dis-moi, Vincent, déjà quelques mots sur toi. Est-ce que tu peux te présenter, présenter aussi ton parcours, comme on parlait tout à l'heure, au sein du groupe Estée Lauder? D'accord. Alors, déjà, je m'appelle Vincent Ayadi, j'ai 30 ans, je suis rentré au sein du groupe Estée Lauder. Alors, pas vraiment groupe Estée Lauder, je suis rentré par la marque Darphin en 2010, donc ça fait 8 ans que j'ai rejoint la grande aventure Estée Lauder. Je suis rentré en tant que support niveau 1 au service informatique et je devais m'occuper de la transition de la marque Darphin vers le groupe Estée Lauder. Et je devais rester que 6 mois. C'était vraiment un CDD 6 mois sans prolongation, sans rien. Et finalement, ça fait 8 ans que, que je suis là. Voilà. À la suite de ça, donc j'ai été repris par le groupe Estée Lauder pour rejoindre le support informatique sur la filiale française du groupe, en attendant l'externalisation auprès de CSC, externalisation qui ne s'est pas faite parce que l'expérience de cette externalisation ne s'est pas bien passée dans les autres pays. Donc la France ainsi que Eurovision a décidé de conserver en interne le support informatique. Grand bien me fasse, 4 ans plus tard, j'ai finalement été externalisé auprès du nouveau support informatique qui est HL, et donc aujourd'hui je travaille en tant que prestataire pour HL auprès du client Estée Lauder. D'accord. Et tu travailles exclusivement pour Estée Lauder? Exclusivement pour Estée Lauder, tout à fait. Et comment tu t'es senti et comment a été ton ressenti du coup durant toutes ces périodes où tu ne savais pas si tu allais être externalisé ou pas? Comment ça s'est passé? Alors, la première expérience d'externalisation, c'était quasiment 1 an et demi, 2 ans après mon entrée chez Estée Lauder. Honnêtement, j'avais aucun souci à me faire externaliser, étant donné que les questions que j'avais, quand je les posais aux ressources humaines, j'avais toujours des réponses, ou si elles ne possédaient pas les réponses, elles se renseignaient et revenaient vers moi. C'était à l'époque c'était Gaël Lemeur, pour information. La deuxième expérience de l'externalisation, donc cette fois-ci qui a abouti, même chose. Toutes les questions que j'ai pu avoir, c'était Alexandrine Meunier justement, toutes les questions que j'ai pu avoir, même chose, j'ai eu toutes les réponses. Si elle ne savait pas, elle posait la question auprès du responsable du gestionnaire du projet. D'accord. Et surtout, ce que j'appréciais, c'est que voilà, je me sentais vraiment soutenu, suivi, etc. Et malgré cette externalisation, je me suis
toujours senti intégré dans le groupe Estée Lauder. C'est pas parce que j'ai changé de casquette que depuis... ah non, toi tu es externe à la société Estée Lauder, tu ne participes plus aux sorties, tu ne participes plus à la vie de la société. Non, au contraire, des fois je me sentais même gêné en me disant je te rappelle que je suis prestataire, est-ce que ça pose souci si je participe à ça? Non, tu es prévu dedans, tu es intégré. Enfin, alors est-ce que c'est dû au fait que j'avais déjà un passé avec les groupes Estée Lauder ou je sais pas, mais en l'occurrence non, je me suis jamais senti exclu. Et du coup ça a toujours été clair que soit tu es externalisé, soit tu l'es pas, enfin c'est ce que ah oui, non mais la première fois j'avais fait mon entretien avec le premier prestataire donc qui était CSC. Pour moi, tout était fait, j'attendais que le contrat. Et ça s'est annulé un mois avant la date d'externalisation. Donc j'ai été dans le flou, c'était pas à cause du groupe Estée Lauder, mais c'était vraiment, enfin, pas en 100%, mais parce que les ressources humaines en face ne me répondaient pas. Donc voilà. La deuxième fois, non, pas de flou, c'est toujours été fait très smooth, il n'y a pas eu de soucis. De manière transparente. Transparente, moindre question, moindre problème, je posais des questions, etc. J'ai vraiment pas eu de. Pour moi, c'était un jour comme un autre. D'accord. Et du coup, comment tu définirais l'expérience collaborateur au sein du groupe Estée Lauder au quotidien? En l'occurrence, je ne sais pas si c'est clair pour toi la notion d'expérience collaborateur. J'ai mis une petite définition. J'ai vu, je vais permettre de la relire. Oui. L'expérience collaborateur, l'ensemble des interactions. Oui. D'accord, ok. Oui. Écoute, c'est simple, hein, si ça fait 8 ans que je suis là, pourtant l'informatique, on ne peut pas dire que ce soit ça reste un métier qui recrute énormément. J'ai eu plusieurs propositions, j'ai eu plusieurs chasseurs de tête qui sont venus vers moi, mais j'ai jamais ressenti le besoin d'aller chercher ailleurs parce que je me sentais bien. Ça me faisait plaisir de travailler pour une société aussi importante que Estée Lauder, le fait d'avoir plusieurs marques qui sont toutes différentes, donc avec des procédures différentes, enfin une façon d'approcher ces marques-là différentes. Non, je trouvais mon compte, pour moi je trouvais ça très agréable. En plus de ça, que ce soit au niveau des employés, au niveau des responsables, au niveau des hiérarchies, management, etc., tout le monde on peut tous les approcher très facilement. On ne ressent pas le côté oui, donc moi je suis brand manager, tu fais attention à ce que je dis, tu fais attention à ce que tu dis, non, il faut absolument prendre rendez-vous. Non, si je veux le voir, je vais le voir, je lui dis bonjour, est-ce que tu as du temps? J'ai jamais ressenti le souci d'approcher. Moi, la famille Estée Lauder. Oui. C'est ce que je ressens, c'est vraiment ce que je retiens de mon expérience jusqu'à présent, c'est vraiment ce côté très accessible. Bah justement, juste pour rebondir sur tes mots, tu as dit le mot famille, et pour toi, du coup, ça représente vraiment ça, le groupe Estée Lauder? Ah mais oui, clairement. J'ai pas une grande expérience professionnelle, enfin j'ai quand même travaillé un petit peu avant, voilà. Mais j'ai travaillé par exemple en tant que stagiaire chez Bosch, au service informatique. Oui. J'ai jamais ressenti ce côté. En même temps, j'étais stagiaire. Bon. J'étais en alternance. Parce que vraiment, c'est important pour certaines personnes dans la société. J'étais qu'un simple pion, un simple employé qui se baladait dans les couloirs. Les gens ne savaient pas qui j'étais, ne connaissaient pas mon prénom. Heureusement que j'avais mon badge. D'accord. Alors que ici, non. Enfin, je sais que... C'est le Vincent National. Voilà, il y a la reconnaissance, les gens, on peut discuter facilement avec eux, on se retrouve autour d'un café, d'un thé, même à l'extérieur. Enfin, ça m'arrive d'aller faire des sorties avec les gens de la société. Oui, c'est vraiment ce côté famille, c'est très accessible, très simple. Et au sein de l'équipe AIS, comment est cette expérience collaborateur au quotidien? Alors, au quotidien, donc avec l'équipe qu'on a actuellement, c'est-à-dire Fernand Ferreira et Frédéric Périguet, ancien responsable du service informatique qui était Franck Anglade.
pas la même chose. Enfin, moi, sachant que je viens de Darphin, donc on m'a propulsé au sein du groupe Estée Lauder dans l'équipe informatique. D'accord. Franck Anglade ne m'avait pas fait passer d'entretien. C'est Darphin France, hein? Darphin France. Oui. Darphin Global. Darphin Global. Global. D'accord. Après, c'est scindé en Global et Darphin France. D'accord. Franck ne m'a pas fait passer d'entretien, il ne m'a pas choisi. Donc c'était un petit peu difficile d'intégrer. Il m'a laissé ma chance. Il m'a laissé me prouver de quoi j'étais capable. Et à partir de là, j'ai été bien accueilli au sein du groupe. Il m'a toujours supporté. Même chose pour mes collègues. Enfin, je ne peux même plus appeler ça des collègues maintenant. Pour moi, c'est vraiment des amis. C'est des gens avec qui je connais leurs femmes, je connais les enfants, je sais où ils habitent. On fait des sorties, ça nous arrive de faire des... Voilà. Pour moi, c'est devenu des amis. Mes collègues au service informatique. D'accord. Et là, je vais évoluer dans mon sujet pour parler de la marque employeur. J'ai également donné une définition. Je te laisse un instant pour la lire. C'est la question 3. Je voulais voir avec toi, d'après toi, voilà, les caractéristiques de la marque employeur du groupe Estée Lauder France. Et qu'est-ce que pour toi le groupe veut promouvoir? Alors, c'est un peu difficile de répondre à cette question, puisque n'étant pas le bon terme, ne travaillant pas exclusivement sur une marque, mais sur des marques. Oui. Et je ne ressens pas la pression des marques sur l'évolution du chiffre ou du marketing, etc. Sur les marques. Mais l'image que j'en ai, moi... Vraiment du groupe. Hein. Du groupe. Du groupe en lui-même. C'est... Excuse-moi de ne pas trouver de réponse directement. Est-ce qu'il y a un caractère spécifique du groupe Estée Lauder qui va le différencier d'autres groupes, par exemple, tels que L'Oréal, LVMH ou Bosch? Tu as parlé de Bosch parce que tu as bossé chez eux un temps en alternance. Est-ce qu'il y a quelque chose de distinctif au niveau de l'image employeur qu'a le groupe Estée Lauder qui te marque, quoi? Moi, je te dis, ce qui m'a vendu le plus, c'est vraiment la simplicité. La simplicité. La simplicité. Pour moi, c'est vraiment cette partie-là. D'accord. Je travaillais je faisais beaucoup de petits boulots à l'époque. Les gens, on peut dire, se la pétaient. Enfin, c'était difficile de travailler avec ces gens-là. Ici, je le ressens pas. C'était où que les gens se la pétaient? Pardon, j'ai pas. C'était beaucoup. Je travaillais en entrepôt, je travaillais auprès d'une société familiale qui était Cercle Vert. C'était de la prestation alimentaire pour les grands magasins, les grandes surfaces et les restaurants. J'avais horreur de cette ambiance. Ici, je ne ressens. Enfin, il n'y a pas de. Après, encore une fois, je ne suis pas en permanence dans les marques, mais moi, je le ressens au point de vue au niveau du service informatique. Je ressens aucune pression. J'ai vraiment la simplicité la plus totale. Si je veux contacter un tel parce que j'ai besoin d'informations, je vais le faire. Je n'ai pas de soucis. Alors que dans d'autres sociétés, j'avais un peu plus de mal en me disant oui, il faut respecter la hiérarchie, il faut faire attention, il faut passer par un tel, Non, si demain j'ai besoin d'aller discuter avec quelqu'un, est-ce que tu es dispo? Ok, on prend un rendez-vous, ou même je peux aller le voir directement, si tu veux qu'on aille boire un café. Voilà, c'est la simplicité. Si tu veux avoir un simple mot, c'est la simplicité en général. Et du coup, par rapport à l'extérieur, est-ce que tu trouves que la marque employeur du groupe Estée Lauder France est impactante? Dans le sens où... si tu parles de l'entreprise autour de toi... Quand je parle de Estée Lauder, tout de suite c'est le prestige, la grande marque, etc. Et quand je leur explique, parce que tout le monde... je suis pas non plus... je suis un homme, je ne me maquille pas, je ne mets pas de produits de beauté, de soins, etc. en général, mais quand j'en discute autour de moi, auprès de mes voisines, mes amis, etc., ah oui, Estée Lauder. Et puis après, qu'on leur dit, mais ils ont également la marque MAC. Ah oui, MAC, etc. Clinique. Ah oui, je connais, oui. Ah, c'est bien. Tout de suite, il y avait quand même. On voit dans les yeux des petites étoiles. Ça va bien travailler pour cette marque, avoir les produits, connaître les produits, les soins, etc. Il y a un petit peu de prestige à dire tu travailles pour le groupe Estée Lauder. Après, l'expérience en tant qu'employé,
c'est pas la première chose qui leur vient à l'esprit. C'est pour eux, c'est voilà, c'est une belle marque, c'est une belle maison. Et ils te disent, du coup, ils te parlent des marques qui composent le groupe, c'est ça? Alors, plus que le groupe en général. La plupart du temps, c'est Estée Lauder, juste Estée Lauder. Quand je leur dis je travaille pour Estée Lauder, ok, Estée Lauder, ils connaissent. Il y en a certaines qui savent que Estée Lauder, c'est Estée Lauder Companies. Dans ce cas-là, qu'il y a d'autres marques. Mais ils n'ont pas le détail. Par contre, quand je leur dis les marques séparément, tout de suite, c'est ah oui, je connais un. Et par exemple, là, dernièrement, on parlait de Too Faced, By Kilian, etc. Ah, mais oui, je ne savais pas que c'était aussi Estée Lauder Companies. Voilà. Mais voilà, peu importe la marque dont je vais évoquer le nom, c'est tout de suite ah oui, je connais. D'accord. Et quand on leur dit qu'on travaille pour ces marques-là, c'est tout de suite ah ouais, je vois les petites étoiles dans leurs yeux. Non, c'est vraiment c'est pour aussi une belle maison. Ça reste une belle maison. Et du coup, d'après toi, quelle place occupent les collaborateurs aujourd'hui dans le groupe Estée Lauder? D'accord. Selon quelle place occupent les collaborateurs aujourd'hui? Oui. Je ne vais pas me le répéter. Tu vas te répéter, d'accord. Désolé, mais pour moi, c'est les membres de la famille. C'est la famille. C'est pour aussi un collaborateur, il fait un parti. C'est lui qui va pouvoir faire évoluer la marque. Ouais. De par ses idées, de par son investissement. Enfin, je me rends compte que l'investissement des collaborateurs en général, elle est juste folle. Enfin, mais moi, tu as un exemple du coup d'investissement exemple tout bête. Mais moi, en tant que simple informaticien, simple, en tant qu'informaticien, il m'arrive de faire des choses qui ne sont pas prévues logiquement dans le poste d'un informaticien, mais parce que je vais faire parce que je veux que ça marche, que ça réussisse. Des exemples tout bêtes, l'installation, on a passé un week-end complet sur l'installation d'un nouveau réseau au sein de Cambon. Donc c'était 2 jours, j'ai simple, j'ai bossé en 2 jours, j'ai bossé 32 heures, enfin c'était juste fou quoi. J'ai bossé 32 heures parce que je voulais que le lundi matin, tout fonctionne. Donc 32 heures, je n'ai pas compté mes heures, je dis ok, il faut que je le fasse. C'est tout. Bravo. Et pourquoi? Parce que je voulais que lundi, tout fonctionne, que les gens arrivent, soient contents, qu'il n'y ait pas de soucis, qu'on n'ait pas de plaintes. Et pourtant, c'était pas prévu comme ça, mais c'est un investissement personnel. Et tu as eu un retour quelconque justement de cet investissement? Alors le retour, oui, c'était le remerciement évidemment de la part de Franck Anglade, la mise en avant de mon travail par Franck Anglade, les remerciements en direct de la part de Jean-Christophe Jourde. Voilà, ce sont des petits messages entre collègues. Félicitations Vincent, merci, ça fonctionne. Des tout petits trucs. Non, là-dessus, même en général, je me rends compte que dès que j'interviens dans une demande auprès d'un utilisateur, ou que je fais du support, etc., les gens sont contents, sont ravis. Je te donne un exemple encore ce matin. Hier, j'ai changé l'ordinateur de Julia Turner. Ce matin, j'étais la voir, on a discuté un petit peu, etc. Elle m'a encore remercié suite au changement de ce PC. C'est tout simple, mais voilà, c'est des petits remerciements, des petits mots. Ça fait toujours plaisir. C'est pas, on n'a pas l'impression d'être là, c'est ton boulot, donc tu le fais. Non, c'est merci, tu es intervenu, tu as pris du temps, je t'en remercie. C'est agréable. On se sent un peu plus motivé, on se sent un peu plus boosté, on sent qu'il y a une reconnaissance. Et maintenant que tu en parles, c'est vrai que j'ai toujours ressenti au sein du groupe une certaine reconnaissance de mon travail. Que ce soit des remerciements, des mises en avant, même à l'international. Comme je l'ai dit, international. Pourtant, je ne travaille pas avec l'Angleterre, je ne travaille pas avec l'Allemagne, je ne travaille pas avec l'Italie, mais les gens là-bas me connaissent puisque ça m'arrive souvent d'intervenir pour leur donner des explications, pour partager des informations. Dès qu'ils ont un petit souci que moi j'ai déjà rencontré, je prends du temps pour parler avec eux. L'équipe AIS là-bas, tu veux dire non, je ne suis pas du tout support pour l'équipe en Angleterre, etc. Mais pourtant, les gens me connaissent parce que je suis déjà intervenu ou même que lors des mises en avant. Parce qu'on m'a mis en avant sur, Vincent a trouvé ça, voici la procédure, Vincent est intervenu sur ce projet-là, ça s'est bien passé.
voilà, il y a quand même de la mise en avant et de la reconnaissance. Auprès des équipes ELCO de ces pays-là, tu veux dire? Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Alors, plus partie informatique, Oui, évidemment. bien sûr, le Global JIS, le Global Informatic Services, mais voilà, c'est toujours après, au niveau des marques, je sais pas. Mais voilà, je sais qu'au niveau service informatique global, oui, en l'occurrence. Et de quoi tu es le plus fier depuis que tu es ici? Alors, dont je suis le plus fier, je pense, c'est la migration de 60 PC de Windows XP en Windows 7, donc c'était lors de la migration obligatoire vers la nouvelle version de Windows, en 2 jours, 60 PC en 2 jours, sachant qu'on avait, en fait ce qui s'est passé, c'est que comme on avait le prestataire CSC, sauf pour la France, c'est-à-dire que le support informatique n'était pas géré par le prestataire, mais était géré en interne. Sauf que CSC nous avait pas prévenu, on n'était pas au courant qu'il fallait migrer les postes en Windows 7, et donc ils ne sont pas intégrés dans le projet de migration Windows 7, parce que ça ne se prépare pas comme ça du jour au lendemain. Il y a la préparation de listing d'exploitation, des logiciels qu'on va installer, des paramétrages, etc. Il y a beaucoup de choses à prévoir. Et c'était, à l'époque, on n'a pas du tout été inclus dans ce projet-là. On l'a appris comme ça du jour au lendemain. Sachant que c'était au moment où on équipait informatiquement l'équipe, j'ai peur de dire une bêtise, l'équipe de... je sais plus. Force de vente, mais Estée Lauder. École commerciale, l'équipe d'Anna Cardin? Non. C'est Céline. Cécile Jaouet. Cécile Jaouet. Je suis assez lié entre Céline et Cécile, c'est pas, j'ai toujours... les prénoms, par contre, ça c'est une constante chez moi, c'est les prénoms, j'ai vraiment du mal. En l'occurrence, avant c'était une autre personne, et voilà, on devait équiper toute l'équipe, donc informatiquement. Ça devait se faire pour le séminaire de rentrée en janvier. D'accord. Donc moi j'avais tout préparé à l'avance, ça peut être depuis décembre, j'avais tout commandé, j'avais tout préparé, tout était prêt, tout était calé. Et 2 jours avant de donner les PC pour le séminaire, on reçoit un petit coup de téléphone. Je comprends pas, vous n'avez toujours pas commencé la migration en Windows 7. Comment ça, on n'était pas au courant, on ne savait pas. Il va falloir migrer vos PC en Windows 7. Pour nous, il était hors de question qu'on envoie sur le terrain 60 PC. Parce qu'après, pour les rapatrier, pour la France, ça aurait coûté super cher, ça aurait été extrêmement difficile, beaucoup de logistique. Il fallait absolument que les 60 PC qu'on avait préparés en Windows XP soient migrés avant de les donner. Et j'ai dit c'est parti, et voilà. J'ai bossé avec à l'époque c'était en Belgique, c'était une équipe informatique en Belgique. J'ai bossé avec un gars en Belgique pour préparer l'image, préparer les serveurs, préparer tout ce qu'il y avait besoin de préparer pour la France. Et en 2 jours, j'ai fait les 60 PC. Donc c'est simple, c'était le matin, j'arrivais à 7h30, 8h et je repartais le soir 21h, 22h. Comme ça pendant 2 jours, non-stop. Et question un peu similaire, tu as eu... Qu'est-ce qu'on t'a dit à la suite de ces migrations? C'était l'époque de commencer le PDP. Je crois que c'est la première année du PDP. Donc évidemment, j'ai été remercié sur le PDP, j'ai été remercié sur le projet, et puis après, évidemment, il fallait migrer aussi les autres postes, sachant qu'on avait 6 mois pour le faire. Et bizarrement, la France ça a été l'un des premiers pays à terminer la migration en Windows 7. Bon, j'ai eu de l'aide, mais justement, le fait d'avoir pris, pour moi, c'était un bon objectif, c'était un bon projet, avec un bon suivi, etc. Donc oui, j'ai vraiment pris le projet à corps et je l'ai fait. Et, pareil, encore une fois, remercier après sur le PDP, par mail, parce qu'on remontait les informations auprès du GIS, on avait un suivi, on suivait les statistiques. De voir que malgré qu'on ait été les derniers à être mis au courant, on a été les premiers à terminer en IMIA, quoi. Donc, et pourtant, je peux vous dire qu'on avait beaucoup de postes. Et ça fait partie de ma plus grande fierté au sein du groupe. Et je reviens juste sur la partie marque employeur, etc. Tu parlais de la simplicité que tu vois dans le groupe, la valeur familiale aussi.
pour toi, en interne, qui relaie le mieux et au quotidien, en fait, cette marque employeur et qui favorise l'expérience collaborateur que toi tu vis au quotidien, qui est, de ce que je vois, réussi. Tu vois, j'ai envie de te dire tout le monde. C'est tout le monde. Tout le monde. Après, c'est sûr qu'il faut absolument que les responsables de service, moi je parle de Franck, ça c'est d'un point de vue boulot, ça doit être... il n'aime pas cet terme-là, il est cinglant. Il adore cet terme-là, c'est pour ça qu'on lui dit. Mais cinglant pour toi, c'est quoi? Mais c'est simple, l'une de ses phrases, c'est quand on arrive en entretien avec lui, qu'on lui présenter quelque chose ou qu'on a besoin de travailler ensemble, c'est que ce soit simple, concis, précis. Parce qu'il est comme ça, il faut travailler comme ça. Après, par contre, au niveau de son support, en tant que responsable, j'ai rien à redire. Enfin, il m'a toujours supporté. Si j'avais un projet, j'avais une idée, j'avais quelque chose, je lui présentais mon idée, il me disait « Ok, vas-y, je te fais confiance, ce que tu me dis, ça me semble bon. » Et il me laissait carte blanche. Et donc, pour moi, ça fait partie du rôle du responsable de service auprès du manager ou ce que tu veux, dans tous les services, pas uniquement informatique. Pour moi, c'est dans tous les services. Mais du coup, le superviseur direct, tu veux dire? Oui, on peut partir du N+1. On brand manager donne des instructions au responsable de service, qui lui-même qui recascade. Mais c'est très important d'avoir un responsable qui te fait confiance, qui te guide, s'il voit que tu dévies un petit peu de ton truc, qui va te recadrer. Et voilà. Mais après, il faut également que les gens avec qui on travaille te soutiennent. Soit là pour t'aider, soit... Donc là, ce sont les collègues. Collègues en général, Et la fonction RH dans ça, elle a un rôle à jouer? La fonction RH, a un rôle à jouer parce que ça reste quand même pour moi le contact principal pour tout ce qui est lié à l'employé. Dès qu'on a une question, dès qu'on a un souci, dès qu'on a quoi que ce soit, évidemment on va passer par eux. Moi à titre personnel, je dis au niveau des ressources humaines, parce que en 6 ans, 6 ans en ressources humaines RH Estée Lauder, parce que entre temps après j'ai changé de société, j'ai toujours obtenu mes réponses, j'ai jamais eu de soucis avec les ressources humaines. Tu vas peut-être être contente, mais je trouve que les ressources humaines d'Estée Lauder sont vraiment exceptionnelles. Parce qu'on voit quand on voit le nombre d'employés à gérer, que ce soit le terrain, etc., et que vous trouvez toujours le temps de nous répondre, de nous aider, j'ai trouvé ça bon. Moi, j'apprécie énormément d'aller voir les ressources humaines. De toute façon, tu me vois, c'est bonjour, ça va, bonsoir, la petite discussion avec Isabelle Bouddha, avec c'était toujours très agréable. Moi, j'aime beaucoup les ressources humaines chez Estée Lauder. C'est pas parce que t'es là, mais je l'ai toujours dit. J'ai pas eu de soucis. La seule fois où j'ai eu un souci sur quelque chose, j'ai envoyé un mail, ça a été pris tout de suite en compte. J'ai vraiment aucun souci avec les ressources humaines. Et le comité exécutif, quand je dis comité exécutif, c'est Jean-Christophe et c'est Direct Report. Tu penses qu'ils ont un rôle à jouer ou finalement pas vraiment? Comme je l'ai dit tout à l'heure, les décisions, ils vont être cascadés auprès de leurs équipes, qui eux-mêmes vont les cascader ensuite. Voilà. Et si on a un comité de direction qui n'est pas proche de ses collaborateurs, comme on dit, c'est vraiment la locomotive. C'est eux qui vont ensuite nous tracter en nous disant voilà où on va aller, voilà comment on va faire, allez-y, propose des idées, si les idées sont bonnes, il donne son accord, tu le vois, toi, ici, du coup, dans le groupe Estée Lauder, que le comité exécutif, c'est une locomotive, est-ce que tu le perçois? D'un point de vue au niveau du service informatique, oui, moi je le vois. Dès qu'on a une idée, dès qu'on a quelque chose, qu'on a envie de faire quelque chose, on y va. La plupart du temps, c'est pas le comité de direction en France qui bloque. C'est généralement la plupart du temps c'est New York. C'est New York ou c'est c'est parce qu'il y a des critères de sécurité qui sont pour moi maintenant devenus archaïques. Parce qu'ils disent oui mais non, ça se passe pas, nous on ne veut pas ça parce que c'est pas sécurisé.
Non, si, c'est sécurisé, c'est juste vous qui n'avez pas évolué, quoi. Enfin, voilà. Mais non, au point de vue au niveau de la filiale française, on a toujours eu le soutien et le support en disant oui, il faut le faire, allez-y, allez-y. Et une question concernant voilà, ce que dégage le groupe Estée Lauder vers l'extérieur, hein, sa marque employeur, etc., et ce qui se vit en interne. J'ai compris. Enfin, pour toi, est-ce que ça se complète ou il y a des fois un décalage qu'il faut combler entre voilà, les valeurs familiales affichées, la simplicité que tu vis au quotidien? Est-ce que voilà, tout va bien, quoi, ou il y a quand même quelques décalages et qui pourraient être comblés? Est-ce qu'il y a des améliorations à apporter voilà. À l'époque où j'étais encore donc, en groupe, enfin j'étais vraiment employé Estée Lauder, j'ai eu pas un burn-out, on va pas dire ça, mais ça en était pas loin, où en fait la somme de travail était tellement importante, puis j'avais pas les épaules aussi à l'époque, hein, évidemment, entre temps on mûrit, on prend de l'expérience, on prend de l'âge, enfin voilà. Oui, j'ai vraiment senti que c'était difficile pour moi. D'accord. J'en ai parlé avec mon responsable. Mon responsable également a pris en charge, a fait les choses nécessaires pour m'aider. Mais quand on demandait à recruter quelqu'un, on sentait bien qu'il y avait un problème de staff. Hein. Je ne pouvais pas tout gérer tout seul. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. D'accord. Et je pense que le souci actuellement, dans tous les services, ce que j'entends assez régulièrement, je ne sais pas si c'est ce que tu entends, c'est le problème de staff. C'est-à-dire qu'on leur demande de faire des choses où il faudrait des fois être 3, 4, on est censé faire ça tout seul. Alors certes, ça nous oblige, d'un autre côté, c'est un moyen d'évoluer. Hein. Parce que moi, je peux dire que maintenant, tu me remets la même pression que j'ai eue à l'époque. Scène, ok, on va trouver des solutions. On va faire ça comme ça, ça prendra tel temps. T'es pas d'accord avec ça? Mais c'est pas grave. Enfin, voilà. Ça t'oblige un peu à évoluer et à te renforcer et à trouver des nouvelles méthodes pour arriver à ton objectif. Et si tu te rends compte que l'objectif n'est pas atteignable, tu le dis. Moi je le dis. Si je dis, bah, écoute, t'as ce que tu me dis de faire dans cette période-là, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que voilà, et je lui expose toutes mes idées. Et dans ce cas-là, c'est bien perçu. Enfin, bah oui, à partir du moment où on dit la vérité, où on explique les choses et qu'on a des arguments pour le démontrer, pourquoi est-ce que ce serait mal perçu? On peut pas créer l'imaginaire, on ne peut pas créer ce qui n'est pas possible. Voilà, s'il y a une bonne raison, on explique qu'il y a une bonne raison pour ne puisse pas atteindre cet objectif, ok, donc, les gens sont pas bêtes, ils vont comprendre. Maintenant, il ne faut pas arriver en disant c'est pas possible et de ne pas proposer des solutions pour que ce soit réalisable. Faut venir avec des arguments en disant voilà, je pense ou j'estime que si j'ai telle chose pour tel support ou telle personne qui viendra m'aider sur ce sujet-là, ce sera réalisable dans ces délais-là. En attendant, voilà ce que je peux faire par rapport à ce dont je suis capable et voilà le délai dont j'ai besoin. Voilà. D'accord. Je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus on est déjà bien à l'écoute des collaborateurs, mais peut-être poser la question auprès des employés, qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu as besoin pour atteindre tes objectifs? Je pense que ça peut être parce que à l'époque, je pense qu'on serait venu me poser la question. Clairement, j'aurais pu avancer des arguments pour dire voilà ce dont j'ai besoin et voilà. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais. Aujourd'hui, je le dis. Ça arrive d'avoir des interventions à faire le soir. J'ai dit je explique ce dont j'ai besoin. Et la plupart du temps, on m'accorde ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire que si j'ai besoin de bras supplémentaires parce que je vais devoir porter quelque chose de très lourd, on fait appel aux collègues d'Eurovision et ils vont venir m'aider le soir. Voilà. C'est des choses tout bêtes, c'est simple. Mais je pense que si on pose la question qu'est-ce que tu as besoin pour aller jusqu'au bout de ton projet pour atteindre ton objectif, dis-le-moi, explique-moi ce dont tu as besoin et pourquoi. Je pense que apporter des arguments à son responsable pour qu'il défende ton projet, ça peut être aussi une bonne idée. Et est-ce que pour toi, il y a un droit à l'erreur
Ah, chez Estée Lauder, voilà. Évidemment. C'est tout. Évidemment. Enfin, j'espère qu'on a droit à l'erreur. Enfin, après, attention, il y a erreur et erreur. Si tu fais la même erreur à chaque fois, au bout d'un moment, tu te fous pas un peu de moi, quoi. Non, tu as le droit de faire l'erreur et expliquer pourquoi cette erreur. Exemple tout bête, hein, j'ai rien là-dessus, j'ai plein d'exemples. Hein. On va rester sur les ressources humaines. Donc, je suis prestataire actuellement. Donc, je ne suis pas dans les fiches employées du groupe Estée Lauder. Actuellement, nous avons les élections. Oui. Parfait, j'ai été pris en compte, j'ai demandé à pouvoir participer aux élections pour voter pour les délégués. J'ai été dans la première liste des employés participant aux élections. Petit souci, c'est que dans la deuxième liste qui a été quittée, apparemment, mon nom a été supprimé. Je m'en suis pas rendu compte parce que j'étais en vacances, j'ai pas fait attention. Et hier, j'appelle donc des boîtes pour me demander, écoutez, j'ai pas reçu mes identifiants, pouvez-vous me les envoyer? Écoutez, monsieur, on ne vous trouve pas dans la liste. Ah, voilà, dans ce cas-là, j'appelle les ressources humaines. Je leur dis, écoute, apparemment, je ne suis pas dans la liste. Est-ce que tu pourrais vérifier ce qui s'est passé? En effet, ils m'ont oublié dans la liste, dans la deuxième liste. Ils sont venus hier me voir pour s'excuser. Et je leur dis, enfin, c'est pas grave. C'est juste une petite erreur, un petit oubli. Je sais pas, il n'y a pas de mort d'homme. Voilà. Encore hier, j'ai changé un PC de Anna Carmin. Qui était en séminaire pendant ce temps-là, il y a eu un souci lors de la sauvegarde des données. Il y a des dossiers qui ont complètement été zappés de la sauvegarde. Hier soir, donc son assistante m'apporte le PC. En effet, il y a eu un problème dans le programme de sauvegarde. Ces fichiers-là n'ont pas été pris en compte. C'est une erreur, j'ai fait une erreur, je n'ai pas vérifié que tout avait été bien sauvegardé. Je pense pas qu'elle m'en veut énormément, parce qu'après l'erreur a été corrigée. Mais oui, ça reste une erreur. C'est une petite erreur. Voilà, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas de perte d'argent, il n'y a pas de. Voilà. Donc je pense que oui, heureusement qu'on a droit à l'erreur au sein du groupe. Parce que si à chaque fois qu'on faisait qu'on faisait une erreur et qu'on nous tapait sur les doigts. Par contre, chose importante, je pense à mon avis, hein, c'est d'être capable de corriger cette erreur et de faire en sorte de ne plus la reproduire. Parce que là maintenant, moi l'erreur que j'ai faite, par exemple auprès de Anna Cardin, c'est simple, hein, j'ai optimisé mon logiciel, c'est-à-dire que j'ai rajouté une vérification supplémentaire pour s'assurer qu'on appelle en fait des métadonnées. Les métadonnées, c'est s'assurer que à la fin on a un code, ça nous fait un code complet, s'assurer que le code complet qu'on obtient avec les métadonnées du PC d'origine soit identique à celle du nouveau PC. Je ne savais pas le faire avant. J'ai appris hier soir à titre personnel, hein, je fais ça chez moi tranquillement, j'ai appris personnellement comment est-ce qu'on codait pour pouvoir faire ça. Et donc là maintenant, on va dire, il y a toujours une petite marge d'erreur. 99%, je suis sûr que ce problème-là ne se reproduira plus. Voilà. Donc oui, je pense qu'on a droit à l'erreur, mais c'est être capable de comprendre cette erreur, de faire en sorte, et surtout de faire en sorte de ne plus la reproduire. D'accord, ok. Et je pense que si un jour on te reproche de faire des erreurs, c'est d'expliquer, ok d'accord, j'ai fait une erreur, mais voilà comment je vais faire pour faire en sorte de ne plus la reproduire. Voilà, c'est de comprendre son erreur. Et là on parle souvent de la symétrie des attentions, c'est-à-dire là d'après toutes les lectures que j'ai fait, je suis là. Je vois le groupe et plein de sociétés, mais un accent vraiment sur être consumer-centric. Donc voilà, apporter de la valeur ajoutée aux consommateurs, etc. Il faut bien le traiter, etc. Est-ce que pour toi, du coup, il y a cette attention qui est portée aux clients externes, clients, clientes, surtout, est-ce qu'il y a la même attention aux collaborateurs? Voilà. Est-ce que c'est la même chose? Alors l'intention portée aux clients est celle même que celle auprès des collaborateurs. Il suffit de voir, ne serait-ce que les petits événements organisés sur la rue Cambon, dans le bâtiment, les petites attentions de la part des marques sur les produits qui nous sont parfois offerts. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre?
étant donné qu'on a en plus accès, enfin moi je parle de mon cas, on a accès directement aux formateurs, on a accès aux make-up artistes. Pas dans mon cas, moi j'ai pas besoin de conseils, voilà. Mais ça m'arrive d'aller discuter, voilà, j'ai des personnes qui posent cette question, est-ce que tu as une idée de comment est-ce qu'on peut faire pour ça? Oui, c'est parce qu'ils sont, comme je l'ai dit, comme les gens sont facilement accessibles. Je peux aller leur discuter avec eux, leur demander des conseils, et la plupart du temps, ils vont me répondre, ils vont même des fois me faire carrément un soin bien précis, etc., en disant bah, voilà ce qu'il faut que tu achètes, voilà ce qu'il faut que tu prennes, etc., etc., et tu donnes ça à la personne est contente. Enfin, donc oui, c'est des petites attentions, c'est tout bête, hein, mais c'est encore une fois, c'est auprès des collègues, on leur demande des choses, ils vont venir nous aider. Comme moi, des fois, ça m'arrive, bah, encore une fois, les éducateurs ont des soucis avec leur matériel perso, ou des questions. Oui, je vais prendre un petit peu de mon temps pour leur proposer des solutions, leur donner des réponses, et après, s'il y a besoin d'un peu plus d'investissement, on regarde ça au cas par cas. Mais oui, bien sûr. Et pour toi, est-ce qu'il y a des freins quelque part qui viendraient un peu empêcher voilà, une expérience collaborateur réussie en interne? Tu avais parlé dans le passé notamment de... ça aurait été bien qu'on vienne te demander de quoi tu as besoin du coup. Est-ce qu'il y a d'autres freins que tu vois comme ça qui viendraient empêcher que tu puisses atteindre tes objectifs? C'est simple, un responsable qui n'est pas à l'écoute de son équipe, ni plus ni moins. Il faut que en tant que responsable, tu dois être capable d'être à l'écoute de ton équipe et leur proposer des solutions. Il ne faut pas que tu restes fermé dans ton bureau, faut que tu te rapproches mais pas que de son équipe, parce qu'on est obligé, moi je parle en tant que service corporate, on est obligé d'aller auprès des utilisateurs pour écouter un petit peu quels sont les soucis qu'ils rencontrent le plus, quels sont leurs besoins. Voilà, il faut vraiment que les collaborateurs en général soient à l'écoute. Et je pense que si on a quelqu'un qui ne l'est pas, qui ne cherche pas, qui est un moment dans son coin, qui est renfermé sur lui-même, oui, ça clairement, ça peut empêcher une bonne expérience collaborateur. Et j'ai une petite méthode là qui s'appelle KISS, Keep, Improve, Stop, Start. Qu'est-ce que tu conseillerais au groupe Estée Lauder pour que l'expérience collaborateur soit vraiment en totale cohérence avec la marque employeur, donc simplicité, valeur familiale? Qu'est-ce que tu garderais? Qu'est-ce que tu améliorerais? Qu'est-ce que qu'est-ce que tu conseillerais au groupe d'arrêter de faire? Et qu'est-ce que tu conseillerais à un groupe de commencer à faire? Et ça sera le final. Ah ouais, donc, ok, d'accord. Est-ce que tu as des idées pour... Ah ouais, non, mais les idées, il y en a tellement. Je pense que on aime se sentir bien. On aime être content de venir au travail. Il faut qu'on soit content de venir au travail. Il ne faut plus que quand on vienne au travail, ce soit je me lève, faut que j'y aille. Voilà. Il faut qu'on soit content d'arriver au travail. Un truc tout bête, mais c'est bête que je vais dire, mais ne serait-ce qu'avoir accès à une machine à café. Enfin, ça fait 8 ans que je ne fais plus de café chez moi, quoi. J'en ai plus besoin. Je sais que quand j'arrive au travail, j'ai une petite capsule, j'ai mon petit Nespresso. C'est tout bête, hein. C'est quelque chose de très agréable. Donc ça, il faut que le groupe garde. Ça, il faut que le groupe garde, absolument. Ça, c'est une obligation. C'est les bouteilles d'eau. Enfin, à l'époque, c'est les bouteilles d'eau, mais les petits jus, etc. C'est tout bête, mais c'est tellement agréable d'arriver et se dire, oh, tiens, je vais prendre ça. Ce qui pourrait être aussi, apporter, c'est... c'est par exemple, je vois le midi, etc. On ne prend pas tous une heure pour manger. Ce serait bien une petite salle de repos, un petit endroit pour qu'on puisse s'allonger. Comme une salle comme ça. Une salle comme ça, mais avec les espèces de gros poufs, là, les fat boys, les comme ça. Là. Un truc pour qu'on puisse s'allonger, fermer les yeux, se reposer un petit peu. Après, je sais qu'il y a pas mal d'amateurs de musculation, de sport, etc. Ce genre de choses, ce serait bien d'avoir un petit endroit pour se détendre, pour aller faire un petit peu de sport, qu'on ne soit pas obligé d'aller courir à l'extérieur, etc. De jeux.
Je sais que nous, ça m'est déjà arrivé d'organiser entre midi et deux un petit jeu de société, un petit truc comme ça. Ce serait bien peut-être un petit peu de le propager au sein du groupe SLR. Après, c'est toujours très compliqué parce que, encore une fois, on a les utilisateurs qui sont au bureau, on a les utilisateurs qui sont sur le terrain. Quand tu vois que là sur le terrain, il y en a qui n'ont même pas accès des fois à des toilettes. Alors, généralement, c'est un grand magasin. En fait, en grand magasin, du coup, il faut faire c'est toujours très difficile. Voilà, c'est 2 poids 2 mesures. Moi, je pars du principe qu'il faut qu'on ait une certaine égalité au sein des employés. Il ne faut pas que parce qu'un tel a accès à ça, il faut que tout le monde ait la même chose. Je pense que c'est ce qui doit être le plus difficile, je pense, c'est de se dire qu'il y a une certaine égalité au sein de tous les employés. C'est-à-dire que si on propose telle chose à tel endroit, il faut que tout le monde ait accès à la même chose. Ça, je pense que c'est pas simple. Et, je peux comprendre que des fois, on ait un petit peu de soucis à mettre en place certaines choses, parce que ça peut être des fois très mal perçu par les gens qui sont sur le terrain. Après, voilà, ils ont aussi d'autres avantages que nous n'avons pas, j'imagine. Après, et est-ce qu'il y a quelque chose que le groupe devrait arrêter de faire? Une chose que le groupe devrait arrêter de faire. J'aurais préparé les questions avant, je pense que j'aurais trouvé des choses. Là, dans les médias, je vois pas. Si, clairement. Arrêtez d'écouter New York, je pense. C'est difficile, je pense, mais j'ai toujours le ressenti de me dire que New York, j'ai l'impression que New York, la maison mère, met des freins à quasiment tout ce qu'on veut faire en France. C'est une impression, c'est vraiment perso. Parce que clairement, le marché français n'est pas le même que le marché en Angleterre, en Espagne ou dans d'autres pays, j'imagine. Moi, je vois au niveau du service informatique, les demandes qu'on fait pour le marché français, soit au niveau des boutiques, on a toujours l'impression que ça va être oui, mais New York il y a 1 an parce que ça ne leur correspond pas. Et je pense qu'il faudrait vraiment que le groupe Estée Lauder en France, je parle vraiment de français, des fois ils disent non, c'est bon, on ne va pas suivre vos recommandations, on va essayer d'appliquer ce que nous on pense être bon pour le marché français. Voilà comment on va le faire. Si ça ne marche pas, on en assumera les conséquences. Je pense qu'il serait peut-être je pense que ça doit être une chose que devrait faire la France. C'est des fois d'être un peu moins suivre, d'arrêter d'être vraiment pas le toutou, mais de suivre toujours les recommandations du groupe. Parce qu'on est obligé de suivre les recommandations de la maison mère, c'est normal, mais des fois, on ne peut pas les appliquer sur la France. Je pense que c'est pas. Et puis au niveau du comportement, moi je m'en rends compte tous les jours. On n'a pas les mêmes comportements au niveau du management, que ce soit en France ou dans d'autres pays. Justement, je t'invite à venir une fois dans le bureau de Franck. Il a un tableau qui répertorie les pays en fonction de la façon dont il a d'agir. Je te montrerai, tu vois, c'est très drôle. Et on se rend compte que la France, on porte bien, on est vraiment des bons gueulards, toujours en train je te montrerai, tu vois, c'est très drôle. Et en fait, on se rend compte, on est vraiment comme ça. Et on se rend compte que les autres pays, par contre, voilà. Je te donne l'exemple typique de l'Asie, par exemple, l'Asie. Ils vont jamais taper du poing, ils vont toujours dire oui, ok, ils vont toujours dire oui. Et derrière, il n'y a pas de résultat, quoi. Ils vont dire oui parce qu'ils sont polis, mais derrière, ils vont rien faire, ils vont pas faire comme il faut, voilà. Alors que nous, en France, même moi, à titre personnel, je me rends compte, quand on vient vers moi et qu'on me propose une idée et que je dis qu'elle n'est pas bonne, je le dis. Je dis pas, oui, c'est génial, il faut le faire, etc. Non, elle n'est pas bonne. Et voilà pourquoi elle n'est pas bonne. Et voilà comme moi, j'aimerais qu'elle soit appliquée. Voilà. Et les États-Unis, du coup, ils se comportent comment? Comme ça. Comme voilà ça. Comme vous devez faire. Et voilà comment vous devez faire. Oui, mais on ne le fera pas. Non, mais vous n'avez pas le choix. D'accord. Voilà. L'exemple typique, je pense que ça a peut-être changé depuis, mais je ne sais pas où on en est. En boutique, quand tu as un client qui vient payer avec sa carte bleue, donc il met sa carte bleue dans le TPE, dans le truc pour pas. Des fois, ça va mettre 15, 20 secondes, 30 secondes à répondre. Pourquoi? Parce qu'on est sur des vieilles lignes analogiques, parce que le groupe Estée Lauder, New York, en l'occurrence, refuse à ce qu'on passe sur de la DSL, qui est beaucoup plus rapide, pour faire justement ces transactions-là.
ça va faire 2 ans qu'on se bat à leur prouver que c'est déjà d'un, c'est sécurisé, que de 2, ça va beaucoup plus rapide. Et encore une fois, on a tapé du poing en disant on va le faire, on l'a fait, on l'a prouvé. Et maintenant, je pense que là, c'est un petit peu évolué, que là, ils sont en train de changer de mentalité par rapport à ça. Je pense qu'ils sont en train de mettre en place avec les sociétés monétiques en France, le comptoir monétique et un gynéco, un cahier des charges sur la sécurité lié à ça. Parce qu'on leur a prouvé que justement c'était beaucoup plus rapide, qu'on gagnait beaucoup de temps. Quand on a une vendeuse ou une maquilleuse ou peu importe qui doit passer 30 secondes avec un client le temps que le ticket soit validé, 30 secondes par client multiplié par le nombre de ventes, à la fin de la journée, ça fait beaucoup de minutes. Et c'est des minutes en moins à passer avec un conseil, etc. Voilà. Donc oui, je pense qu'il faut faire bouger un peu les mentalités et pas hésiter à taper du poing et à dire non, on ne fera pas comme ça. Bah écoute, je te remercie beaucoup, Vincent. Et j'espère que ça t'a aidé. Ah oui. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais peut-être rajouter donc sur ce thème-là, expérience collaborateur, marque employeur, qu'on n'a peut-être pas abordé et pour toi c'est important? Voilà. Oui, comme je l'ai dit au tout début, si ça fait 8 ans que je suis là, c'est qu'il y a quand même quelque chose. C'est qu'on ne peut pas rester... Enfin, regarde Stéphane Roussari, il est rentré dans la société, j'étais pas né. Regarde Ali Claire, c'est pareil. J'étais pas né, j'existais pas encore. Alors c'est juste fou de se dire que les gens sont là depuis tellement d'années. C'est devenu rare, c'est devenu très rare. Enfin, d'avoir des gens qui vont faire quasiment toute leur carrière au sein de la même société. Enfin, pas de notre point de génération, c'est rare, c'est très rare. Donc, voilà, je trouve que c'est très, très agréable. Oui, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose et que... et que le groupe doit capitaliser sur ça. Voilà, le groupe doit être capable de conserver ce côté famille et qu'on ait vraiment, qu'on se sente investi dans ce qu'on fait. Voilà, qu'on ressent que l'investissement qu'on apporte au travail, à notre société, et ben écoute, ça paye quoi. Ça paye que ce soit vraiment. Voilà, je pense que c'est le plus important et que le groupe doit travailler là-dessus, il doit continuer à travailler là-dessus. Ouais, super. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. On est pile dans les temps. Midi, nickel. 58, nickel. J'avais peur un peu de J'espère prendre trop de ton temps.